Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le grand bonheur de vous souhaiter la bienvenue au Grand Ornu pour la conférence Ereigina Post-Coloniale. Cette conférence se tient dans le cadre du programme d'activité transversale qui accompagne l'exposition Design on Air, une exposition qui explore les relations qui sont à la fois inattendues et très fécondes entre le design et l'air. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la visiter ou pas, cette exposition. Si ce n'est pas le cas, il faudra vous dépêcher parce qu'elle ferme dimanche, donc Design on Air jusqu'à dimanche prochain. Alors, comme vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, notre équipe pédagogique, pour chaque exposition, met en place tout un programme d'activités transversales. Des conférences, des ateliers pour les enfants, pour les adultes, des concerts, bientôt des visites en mode tai chi, visite des expositions en mode tai chi, quelque chose de tout à fait nouveau, des navettes vers d'autres lieux qui programment d'autres événements avec des thèmes similaires aux nôtres. Et ces activités transversales seront également proposées donc, pour les expositions à venir. À partir de novembre, une exposition nature morte, nature vivante, et puis l'année prochaine, une exposition qui est déjà très attendue sur le food design, donc le design de lumière. Voilà, donc après cette très brève page de publicité, je vais présenter le conférencier de ce soir, que je remercie, M. Rémi Gauthier, de nous faire l'honneur de cette conférence. Jean-Pascal Vanni-Peuzet est docteur en sciences physiques, il est professeur ordinaire de climatologie et de sciences de l'environnement à l'Université de Louvain. Il est l'ancien vice-président du GIEC, président du groupe de travail Énergie et Climat du Conseil fédéral du développement durable, co-auteur du rapport des Nations Unies sur le développement durable, et il est aussi l'auteur avec Thierry Libard et Philippe Lamotte de Une vie au cœur de turbulences climatiques. Monsieur Vanni-Peuzet, merci beaucoup et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre présence ce soir. Je suis sûr qu'il y avait des tas d'autres activités et vous avez fait le choix de venir ici, j'en suis très honoré. Alors, on va parler ce soir de pollution de l'air, de qualité de l'air, mais on va surtout, je l'avoue, parler du sujet que je connais le mieux, mais qui est très lié à celui de la pollution de l'air. On va surtout parler des changements climatiques. Et je vais vous proposer 10 constats. Et puis, pour que tout le monde ne soit pas déprimé à l'issue de cette liste de 10 constats, je vais aussi parler de 10 éléments de solution que nous avons en main, justement, pour ne pas entrer sur le chemin de la dépression profonde. Le premier constat est très simple. Et j'ai une petite question. Est-ce qu'il y aura à un moment donné moyen d'obscurcir, ne fût-ce que pendant quelques secondes, 30 secondes, pour une de médias qui est très sombre, la salle, et c'est bientôt. C'est compliqué parce que les projecteurs prennent du temps pour se redémarrer. Ah, d'accord. Bon. Alors, on fera avec ce qui est possible. Et le premier constat est très simple. C'est que nous n'avons pas de planète de rechange. Et pourtant, nous sommes dans une situation tout à fait unique dans le système solaire. Nous sommes juste à la bonne distance du Soleil, nous ne sommes pas trop près. Vénus, qui se trouve trop près du Soleil et qui a une atmosphère très riche en CO2, sa température moyenne est de plus 500 degrés Celsius. Donc, la vie n'est clairement pas possible à cette température-là, en tout cas la vie que nous connaissons. Et n'est pas trop loin non plus. Prendre un exemple dans l'autre direction, Saturne, la belle planète Saturne avec ses anneaux, elle est trop loin du Soleil et il y a moins 200 degrés Celsius, il fait là beaucoup trop froid pour que la vie puisse se développer. On a aussi la chance d'avoir une atmosphère qui a toutes les qualités pour nous protéger, par exemple, d'un excès de rayonnement ultraviolet. C'est le rôle de la fameuse couche d'ozone dans la stratosphère. Et c'est aussi dans l'atmosphère que se passent les phénomènes météorologiques qui sont quand même très, très utiles. Le fait qu'il y ait un cycle de l'eau qui nous donne de la pluie et des ressources en eau utiles pour boire, pour s'alimenter, mais aussi pour l'agriculture, pour les écosystèmes. Tout ça est très important. Tout ça se passe dans l'atmosphère. Et c'est aussi dans l'atmosphère que l'on trouve l'oxygène que nous respirons et qui nous permet de vivre à la surface de la Terre. Et cette atmosphère, elle est très, très fragile, elle est très fine, comme le montre d'une certaine manière cette belle photo de la
acquise par les astronautes de la Station spatiale internationale. Elle a une centaine de kilomètres d'épaisseur en comptant large, par rapport au rayon de la Terre qui est à peu près 6500 km. Et cette atmosphère, nous l'utilisons comme une grande poubelle. C'est tout de même un scandale d'une certaine manière, puisque nous envoyons dans l'atmosphère de nombreux polluants, certains visibles, certains invisibles, comme le CO2, qui a le mauvais goût d'être invisible. Si on voyait le CO2, sans doute on en émettrait beaucoup moins. Parce que si on le voyait, on se rendrait compte du fait que nous émettons chaque mois en Belgique, chacun d'entre nous, statistiquement en tout cas, en moyenne, à peu près 1 tonne de CO2 dans l'atmosphère, c'est tout de même beaucoup. Ça fait 40 milliards de tonnes qui sont émises à la surface de la planète chaque année. Et à cause de ces émissions, nous avons réussi à changer la composition même de cette atmosphère, et au passage, nous avons malheureusement déréglé, dans une certaine mesure, le système climatique. Pour illustrer ce point-là, je voudrais vous montrer, c'est la diapositive pour laquelle j'aurais voulu qu'il y ait moins de lumière, mais on va faire avec, comme on dit. Sur la gauche, vous avez l'évolution dans le temps, et ça, vous allez revoir ça plusieurs fois. Merci. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux, je crois. C'est pas encore parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux. L'évolution dans le temps, depuis 1850, de la concentration en CO2. La concentration, c'est un autre mot. Déjà passé au micro suivant, où il y a eu une faiblesse. Moi, je vais continuer, ça va marcher, mais à un moment donné, il ne fonctionnait plus. Donc c'est la proportion de CO2 dans l'atmosphère. Le CO2, c'est ce gaz qui est dégagé chaque fois que nous brûlons du carbone. Il y a du carbone dans le charbon, qu'on exploitait, je crois, ici. C'était probablement un site charbonnier. Ici, il y a un certain nombre de décennies. Dans le pétrole et dans le gaz naturel et également dans le bois. Dans tous ces éléments, il y a des proportions diverses de carbone. Quand nous brûlons ces éléments, ces matériaux, nous dégageons de la chaleur, de l'énergie, c'est ce que nous souhaitons, mais nous dégageons aussi un déchet inévitable et invisible qui est le CO2. Une partie de ce CO2 s'accumule dans l'atmosphère et à cause de cette accumulation dans l'atmosphère, on voit que la proportion de CO2 n'a pas cessé d'augmenter en fait depuis grosso modo le début de la révolution industrielle. Ici on est un peu après le début de la révolution industrielle. Et j'aime bien cette représentation. Vous avez les mois de l'année qui sont autour du cercle, janvier, février, mars, etc. J'aime bien cette représentation visuelle parce qu'elle suggère l'épaississement d'une couche autour de la planète. Or, c'est exactement ça qui se passe. Le CO2 qui piège la chaleur réémise par la Terre et empêche cette chaleur de s'échapper vers l'espace, alors que le CO2 est transparent et laisse rentrer l'énergie solaire, le CO2 joue en quelque sorte le même rôle qu'une couche d'isolant thermique. Et cette représentation permet de visualiser l'épaississement de cette couche d'isolant. Et quand on épaissit une couche d'isolant, en dessous de la couche d'isolant, il fait de plus en plus chaud. C'est pour ça qu'on isole nos toits, nos maisons, c'est pour ça qu'on met des couches de vêtements supplémentaires en hiver, c'est pour, en dessous de la couche d'isolant, avoir plus chaud. Et c'est exactement ce qui se passe, parce que l'autre diagramme, celui de droite, montre l'évolution sur la même période, une correspondance parfaite entre les années, presque parfaite entre les années à gauche et à droite, c'est l'évolution de la température, avec de nouveau les mois de l'année autour du cercle. Ce qui est représenté, c'est l'écart par rapport à la moyenne de température sur les 50 dernières années du XXe siècle. Le cercle blanc extérieur, celui qu'on voit mieux, représente une élévation de température de 2 degrés. Bon, on n'y est pas encore. On voit très mal, moi je le vois, mais sans doute que vous ne le voyez pas, le petit cercle rouge qui se trouve ici, là où se trouve ma flèche que vous voyez à peine aussi. Ça, c'est la position qui correspond à 1,5 degré de réchauffement. Et vous voyez que la température, on n'a pas encore atteint 1,5 degré de réchauffement, mais on a déjà légèrement dépassé 1 degré en
moyenne mondiale au-dessus du niveau de la fin du XIXe siècle que l'on va déclarer comme notre point de référence et comme équivalent à peu de choses près à la température pré-industrielle. Parce qu'entre 1750, le milieu du XVIIIe siècle, quand on a commencé à brûler du charbon à plus grande échelle, et 1850, il ne s'est pas passé grand-chose. La quantité de CO2 émise était trop faible pour avoir un effet significatif, et donc la température de la fin du XIXe siècle n'est pas très différente de celle de la fin du XVIIIe siècle. Et donc cette représentation, elle permet de comprendre sans aucun modèle climatique compliqué, sans aucune équation, pourquoi le plus vite possible, si on veut éviter que la température ne continue à monter de plus en plus, dépasse la limite de 1,5 degré, de 2 degrés et continue au-delà, il faut arrêter l'épaississement de cette couche isolante que nous sommes en train aujourd'hui d'installer. Je pense que le micro est fatigué. C'est l'ampli. C'est pas le micro, ça, c'est l'ampli. Est-ce que ça passe? Bon, espérons. Donc ça permet de comprendre pourquoi le plus vite possible il faut essayer de stopper l'épaississement de cette couche isolante, puisque tant que cette couche isolante s'épaissit, la température va continuer à monter. C'est un micro et je criais, bien sûr, on a ça. Est-ce que les parasites sont encore là? Un mauvais contact quelque part. Alors, il n'y a pas que la température moyenne qui augmente, il y a aussi toute une série d'événements extrêmes. Et les deux catégories d'événements extrêmes pour lesquels les choses sont les plus claires, c'est le nombre de jours extrêmement chauds, les périodes caniculaires, comme celle que nous avons eue chez nous cet été et dans beaucoup d'autres parties du monde, et aussi les pluies intenses qui deviennent de plus en plus fréquentes. Alors pourquoi est-ce que les pluies intenses deviennent plus fréquentes dans un climat qui se réchauffe? Pour une raison très simple. Dans un climat qui se réchauffe, il y a davantage d'évaporation à la surface des océans. Donc il y a davantage de vapeur d'eau en moyenne dans l'atmosphère, et s'il y a davantage de vapeur d'eau en moyenne dans l'atmosphère, ça veut dire que quand les conditions sont réunies pour que cette vapeur d'eau se condense et devienne de la pluie, les quantités d'eau qui peuvent tomber du ciel sont plus importantes. Ça, c'est l'explication de cette intensification des pluies qui, évidemment, favorise les inondations, dont on voit en l'occurrence de plus en plus souvent. Les vagues de chaleur seules tuent. Rien que chez nous, cet été, l'Institut fédéral de la santé publique a publié ses analyses il y a quelques jours et a conclu que 716 citoyens belges étaient décédés à cause des périodes caniculaires cet été. En quelques jours, pendant les quelques jours, les 3 périodes chaque fois duré quelques jours de canicule en Belgique, il y a eu une mortalité excédentaire, au-dessus de la mortalité habituelle, qui est normale, si vous voulez, de 716 personnes. Ce n'est tout de même pas rien. Si on avait eu un crash aérien au-dessus du Grand Tornu, avec 2 Airbus qui se rencontrent et qui 716 morts, on aurait parlé pendant des semaines, probablement, commission d'enquête parlementaire, que sais-je. Ici, c'est presque passé inaperçu. Donc, je le répète, nous utilisons l'atmosphère comme poubelle, nous effectuons la couverture isolante. Une autre manière de voir ça, c'est de prendre une perspective historique et de regarder comment la CO2, cette concentration, a évolué au cours des 10 000 dernières années. C'est la période qui est montrée ici. Vous voyez que
pendant 9800 ans, pendant presque toute la période, la concentration en CO2 reste très stable et que pendant les 200 dernières années, elle explose et atteint la valeur actuelle, 415 ppm, parties par million, donc millionième dans l'atmosphère, alors qu'on était aux alentours de 270, 280 pendant quasiment toute cette période de 9800 ans, qui correspond, à peu de choses près, à toute la période pendant laquelle les civilisations se sont développées, l'agriculture s'est adaptée aux conditions locales, les infrastructures, notamment côtières et portuaires, ont été construites, et donc nous sommes en train de quitter, et de quitter assez brutalement, quand on voit ce graphique-là, le climat que la Terre a connu pendant très longtemps. Donc 415, c'était le maximum au mois de mai cette année. Juste pour vous donner une idée, au mois de mai l'année dernière, on était à 412. Donc pour le moment, on augmente de à peu près 3 ppm chaque année la concentration en CO2. Mais est-ce que c'est bien le CO2 qui est responsable du réchauffement? Parce que si on regarde ce que je vous ai montré avec un œil critique, j'espère qu'il y a des yeux critiques dans la salle, ce n'est pas parce que la température monte en parallèle avec l'augmentation de la concentration en CO2 que l'on peut en conclure que l'un est la cause de l'autre. C'est un peu court, c'est pas comme ça qu'on travaille l'activité scientifique. On fait quelque chose de plus compliqué, on essaye de plus élaboré, on essaye de comprendre, on essaye de reproduire, on essaye de simuler la température observée, qui est montrée là par la courbe noire. C'est une des manières, en tout cas, dont on va s'assurer du fait que ce sont bien les émissions de gaz à effet de serre et de CO2 en particulier qui causent le réchauffement. Et on va essayer de voir, ce que je vais vous montrer dans un instant, c'est s'il est possible de reproduire cette élévation de température, retrouver le degré approximatif que l'on a vu tout à l'heure. Est-ce qu'il est possible de reproduire cette évolution qui a conduit à une augmentation de température d'à peu près 1 degré au bout d'une centaine d'années? Est-ce qu'il est possible de reproduire cette évolution de la température avec des modèles climatiques qui sont forcés, qui sont alimentés uniquement avec les facteurs naturels? Parce que bien sûr, il y a des facteurs naturels qui influencent le climat, bien sûr. Par exemple, l'activité solaire. Le soleil ne nous envoie pas toujours exactement la même quantité. D'une année à l'autre, il peut y avoir de petites fluctuations. De même, un autre facteur naturel important à cette échelle de temps-là, ce sont les éruptions volcaniques. S'il y a une forte éruption volcanique, eh bien, ça va envoyer dans la haute atmosphère de très grandes quantités de poussière et de pollution à base de soufre, et cela va créer une espèce de parasol, ça va créer un certain effet d'ombrage qui va empêcher une partie de l'énergie solaire d'arriver au sol, et donc on va un petit peu refroidir le climat pendant 1, 2, voire 3 ans au maximum. Est-ce qu'on arrive à reproduire l'évolution observée, donc la courbe noire, avec les modèles forcés par les seuls facteurs naturels? Eh bien, la courbe bleue. Eh bien, quand le premier rapport complet du GIEC a été publié, l'Assessment Report numéro 1, AR1, rapport qui a été publié en 1990, il y avait bien un écart entre la courbe bleue et la courbe rouge étant, elle, obtenue en forçant les modèles par les facteurs naturels et les facteurs humains, comme le CO2 et les autres gaz à effet de serre. Mais cet écart n'était pas assez important pour qu'on puisse conclure solidement qu'on avait déjà, en 1990, détecté l'empreinte des activités humaines, et le GIEC a conclu en 1990, comme vous pouvez le voir là, très prudent. Une détection sans équivoque de l'effet des activités humaines sur le climat prendra sans doute encore une décennie. En fait, il n'a pas fallu attendre une décennie, puisque 5 ans plus tard, deuxième rapport du GIEC, 1995, le GIEC a suffisamment, vous voyez que l'écart a augmenté, la courbe bleue est encore plus loin que la courbe noire, et le GIEC dit
pour la première fois, un faisceau d'éléments suggère une influence perceptible des activités humaines sur le climat. Et puis, les choses n'ont fait que se clarifier, ont été quantifiées, et vous voyez qu'on a commencé à quantifier le rapport de 2001, et dans le dernier rapport complet du GIEC, le GIEC a conclu qu'il y avait plus de 95% de chances que l'influence humaine a été la cause dominante du réchauffement depuis le milieu du XXe siècle, donc à peu près 1950. Or, cette augmentation de température risque d'avoir des conséquences très importantes dans différents domaines, et un des domaines clés pour le futur des régions côtières, c'est ce que j'appelle la température de conservation, le dépassement possible, le dépassement qui est peut-être déjà en cours, de ce que j'appelle la température de conservation des grands calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique. Donc, sur le Groenland, aujourd'hui, on a une calotte de glace de 2 à 3 km d'épaisseur, qui représente un volume d'eau qui, s'il était réparti, donc si cette glace fondait complètement, si ce volume de glace fondait complètement et que l'eau était répartie sur l'ensemble des océans, ça correspondrait à une élévation du niveau des mers de 6 à 7 mètres. Et en Antarctique, en résumé, c'est 10 fois plus, 60 à 70 mètres. D'accord ? Alors on pourrait se dire, est-ce que quelques degrés, c'est suffisant, quand on parle d'augmentation de la température moyenne, pour avoir des effets sur des systèmes aussi grands que les calottes glaciaires? Eh bien, pour répondre à cette question-là, pour illustrer la réponse à cette question-là, je voudrais vous montrer cette reconstruction. On a enlevé les nuages pour mieux voir, c'est une reconstruction très solide, de la manière dont l'hémisphère nord se présentait lors du pic de la dernière glaciation, il y a 20 000 ans. Et à ce moment-là, il y avait une calotte de glace qui n'est plus là aujourd'hui, sur l'Amérique du Nord, 2 à 3 km d'épaisseur, une autre sur le nord de l'Europe, la Scandinavie, la Sibérie aussi, 2 à 3 km d'épaisseur. Il y avait tellement de glace sur ces continents, en plus de celles qu'il y avait toujours, évidemment, sur le Groenland et sur l'Antarctique, que le niveau des océans, à ce moment-là, était 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Et si je vous montre cela, c'est parce que la différence en température entre le climat, en température moyenne globale, entre le climat d'il y a 20 000 ans et le climat d'aujourd'hui, ce n'est que 4 à 5 degrés. Or, 4 à 5 degrés, on pourrait les avoir en plus par rapport au climat d'aujourd'hui à la fin de ce siècle. Et donc, la question qui est vraiment sur la table, c'est est-ce que nous ne sommes pas en train de changer les conditions de l'habitabilité même de la seule planète habitable du système solaire? C'est ça l'enjeu. Bon, je vous rassure un petit peu. Numéro 1, il n'y a plus l'équivalent de 120 mètres de niveau des mers dans le Groenland et l'Antarctique. Il n'y en a plus que 75 mètres. Je ne connais pas l'altitude du Grand Tornu, mais c'est probablement au-dessus de 75 mètres, non? Dans ces eaux-là. Pardon? C'est dans ces eaux-là. C'est pas On est dans ces eaux-là. On est dans ces eaux-là. Et donc, voilà, 75 mètres, ce n'est pas 120, c'est déjà la première bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que ça prend très longtemps de faire fondre ces masses de glace. Et oui, quand on a 4 ou 5 degrés de plus, on a la température qu'il faut pour que ça fonde sur le long terme, mais il faut des milliers d'années pour que ces calottes fondent. Et donc, les 75 mètres que l'on pourrait encore avoir si on a effectivement des températures de 4 ou 5 degrés supérieures à celles d'aujourd'hui à la fin du siècle, et si ces températures sont maintenues pendant longtemps, les 75 mètres d'élévation du niveau des mers, on ne les aura pas tout de suite, ça prendra quelques milliers d'années. Tout de même, ça fait beaucoup, si même on regarde les choses par siècle, ça peut faire quelques mètres par siècle. Alors un cinquième élément important d'information, et ça nous rapproche du deuxième sujet en quelque sorte de ce soir, de la pollution de l'air, la qualité de l'air, c'est que la pollution que j'appellerais classique de l'air, la pollution qui vient du fait que un certain nombre de polluants que nous émettons dans l'air, nous les respirons et ils finissent par
interagir avec notre corps et nos poumons en particulier, hein, que ces composantes soient des fines particules dont on parle régulièrement, que ce soit des composés soufrés qu'on observe et qu'on peut retrouver dans le smog et les brouillards imbibés de pollution que l'on a parfois quand on a des situations stables, des situations atmosphériques stables, avec très peu de vent, un brouillard et des émissions polluantes, soit venant du trafic routier, soit des émissions industrielles qui s'accumulent dans l'atmosphère et qui ne se diffusent pas dans l'atmosphère globale, eh bien cette pollution de l'air, elle affecte la santé des habitants de la planète. L'Organisation mondiale de la santé estime que chaque année, 7 millions de personnes, c'est quand même pas rien, 7 millions de personnes, c'est un peu moins que la population en Belgique, mais c'est pas 10 fois moins, meurent à cause de la pollution de l'air. En partie à cause de la pollution de l'air extérieure, et en partie à cause de la pollution de l'air intérieur. Là où on brûle, par exemple, de la biomasse sans avoir de cheminée, sans évacuer les fumées qui résultent de la combustion de cette biomasse. Or, si on va voir un petit peu quelles sont les sources de cette pollution de l'air, eh bien, dans une large mesure, ces sources, elles sont les mêmes, c'est en tout cas le cas, pardon, pour la plupart des particules fines, pas toutes, mais la plupart, elles sont les mêmes pour la pollution de l'air que pour le climat. C'est la combustion du bois, du charbon, du pétrole, un petit peu moins du gaz, qui dégage des particules fines et toute une série d'autres polluants qui affectent la santé directement. Et c'est cette même combustion, et là j'ajoute le gaz sans hésiter parce que là le CO2 il est bien là quand on voit le gaz, qui déstabilise le climat, comme je vous l'ai expliqué. Bon, et on trouve ces activités polluantes, ces sources de pollution, c'est bien souvent des combustions dans tous les secteurs d'activité, hein, que ce soit l'industrie, les transports, l'énergie consommée par les ménages, vous et moi, la gestion des déchets ou l'agriculture. Dans tous ces secteurs, là où on utilise de l'énergie sur la base de combustibles fossiles ou de bois et de biomasse, il y a l'émission de polluants. Avec quelque chose qui est une règle générale, c'est que les enfants sont particulièrement vulnérables à la pollution et leur système respiratoire est plus fragile par rapport au même niveau de pollution que les systèmes respiratoires des adultes. Alors, on est toujours dans la première partie de mon exposé, je suis toujours dans les mauvaises nouvelles. À un moment donné, on va aller explorer un petit peu l'autre côté des choses. Mais encore une mauvaise nouvelle, c'est que si on regarde l'effet du CO2 lui-même sur certains aspects de la santé, en particulier les capacités de réflexion, de raisonnement, de concentration, etc., eh bien on commence à voir des études, il n'y en a pas encore beaucoup, il commence à y avoir des études qui en tout cas devraient sonner un certain niveau d'alarme, qui montrent que à partir de 1000 ppm, à partir de 1000 ppm, donc à peu près 2 fois et demi, je ne sais pas si c'est la batterie ou si c'est ça va être. Ça, je ne bouge pas. Oui, on va retourner au bon vieux fil. À partir de 1000 ppm, c'est-à-dire c'est à peu près 2 fois. Je pense que c'est l'enfant qui... Il n'est pas au même niveau, Suzy. Vous entendez ça un peu moins fort. Laissez-moi toujours celui que vous n'avez pas augmenté le son de cette musique, c'est pas faux. Je vais utiliser les deux dans une période temporelle. Il y a bien des deux qui marchera. Donc, je reviens à ce que je disais parce que c'est important. À partir de 1000 ppm à peu près, hein, on a fait des expériences avec des cobayes humains qui ont accepté de participer à cette expérience et on s'est rendu compte qu'à partir de 1000 ppm, donc à peu près 2 fois et demi la concentration actuelle, eh
eh bien, on commence à avoir une baisse de ce qu'on appelle la performance psychomotrice. Et l'IPPN, il faut savoir que c'est le niveau auquel on arriverait à la fin de ce siècle si on reste sur la trajectoire actuelle. Donc ce n'est pas une valeur tout à fait parfaite. Alors un sixième constat, c'est que malheureusement, les pauvres sont toujours affectés les premiers quand il y a des catastrophes, des événements extrêmes, qu'ils soient climatiques ou qu'ils soient d'autres natures. Et pour illustrer ce point-là, on va voir si est-ce que vous pouvez essayer de régler ce micro-ci plus fort ou il n'y a pas d'espoir. 1, 2, 3. Ça va pas. Bon. Voilà. Ça a l'air d'aller. Ça, c'est mieux. Parce qu'ici, je suis sur celui avec fil. Donc, si ça marche, on va faire comme ça. Donc, ce qu'on appelle le risque ne dépend pas que du phénomène lui-même et de son intensité, décrit par le mot un peu compliqué aléa, mais dépend aussi de la vulnérabilité, qui est éminemment socio-économique. Et j'ai vu sur ce point-là, par cette photo qui a été prise dans les rues de la Nouvelle-Orléans en 2005 après le passage de Katrina, il est évident que les deux personnes qui sont sur la photo sont pauvres. Parce que je sais qu'elles sont pauvres, et si elles n'étaient pas pauvres, elles ne seraient pas là, et que les conséquences pour ces deux personnes du même événement, la même inondation, le même cyclone tropical qui a inondé la Nouvelle-Orléans sont évidemment infiniment plus grandes que sur les conséquences pour le riche américain qui a quitté la ville dans son 4x4, il allait passer la nuit au motel dans sa résidence secondaire. Donc les pauvres sont bien davantage victimes des changements climatiques que les autres. Septième constat, les écosystèmes commencent à souffrir aussi, alors que nous dépendons de leur bon état, si on y réfléchit un petit peu. Et le plus grand écosystème qui déjà aujourd'hui est affecté par le réchauffement et les modifications du climat, c'est la grande barrière de corail, en ce qui concerne l'océan en tout cas. Un inventaire fait en 2016 a montré qu'il n'y avait que 7% de la grande barrière de corail qui avait échappé à ce qu'on appelle le blanchissement des coraux, qui est la première étape avant leur transformation en cailloux dépourvus de vie. Les deux facteurs qui influencent la santé des coraux étant la température de l'eau, ils sont très sensibles à la température de l'eau, il suffit de quelques fractions de degrés pour qu'ils commencent à souffrir. Et l'autre facteur, c'est l'acidification des océans, acidification qui vient du fait qu'à peu près un quart des émissions humaines de CO2, les 40 milliards de tonnes émises chaque année dans le monde dont je vous parlais tout à l'heure, un quart c'est 10 milliards de tonnes par an, sont absorbées par l'océan. Et ces 10 milliards de tonnes de CO2 absorbés par l'océan ont le même effet que le CO2 que Coca-Cola ajoute dans le Coca-Cola, c'est-à-dire le rendre un petit peu plus acide. Ce n'est pas Coca-Cola qui fait ça, tous ceux qui font de l'eau pétillante à partir d'eau qui n'est pas naturelle ajoutent du CO2 pour acidifier un petit peu l'eau. Bon, alors c'est peut-être très agréable quand on boit de l'eau pétillante, pour ceux qui aiment ça, mais si on est un petit organisme marin qui essaye péniblement au début de sa vie de construire son petit coquillage, son petit squelette en calcaire, s'il essaie de faire ça dans un milieu qui est plus acide, c'est beaucoup plus difficile. Or, si vous mettez du CO2 dans l'eau, c'est inévitable, vous augmentez l'acidité. Et donc, c'est ce qu'on appelle parfois l'autre problème du CO2. Il y a le problème du CO2 qui perturbe le climat, mais il y a aussi le problème du CO2 qui acidifie les océans. Huitième constat, je suis presque au bout de mes constats, puis j'irai plus vite pour les solutions parce que ça demande moins d'explications. Rien qu'aux États-Unis, je crois que c'est important d'être conscient de cela, et c'est sans doute pas beaucoup mieux en Europe, peut-être un peu, mais pas infiniment mieux. Les organisations qui sèment le doute à propos des changements climatiques et de toutes les dimensions des changements climatiques, c'est l'existence, ça marche plus très bien parce que tout le monde se rend bien compte que le climat change, c'est la science des changements climatiques qui est attaquée en permanence, mais
peut-être un petit peu moins, mais encore aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Mais c'est de plus en plus, ce qui est attaqué de plus en plus aujourd'hui, ce sont les alternatives. Hein, et donc on met en avant, en exagérant, les inconvénients des alternatives, leurs coûts, etc. On essaie de faire croire aux gens que ça coûtera beaucoup trop cher de quitter les combustibles fossiles. Et pour faire tout ça, les organisations qui sèment le doute ont à leur disposition, c'est démontré par A plus B. Aux États-Unis, il y a des lois qui donnent accès à un certain nombre d'informations que nous n'avons pas de la même manière en Europe. Donc c'est d'une certaine manière plus de choses que ce qui se passe aux États-Unis que ce qui se passe chez nous à certains égards. Et bien $1 milliard par an. Alors avec $1 milliard par an, on peut acheter pas mal de publicité, on peut acheter pas mal de pages Facebook, on peut financer pas mal de vidéos YouTube, et ce n'est pas ça qui manque. Si vous mettez changement climatique dans un moteur de recherche, vous tombez très facilement sur des dizaines de vidéos qui ont été, qui sont absolument déplorables en termes de contenu scientifique. Et bien tout ça est financé par ceux qui ont intérêt à ce que les choses ne changent pas, bien sûr. Puisqu'on parle de milliards de dollars, un mot sur les milliards d'euros, tant qu'on y est. Tous les jours, l'Union européenne, c'est-à-dire nous, dépensons $1 milliard tous les jours pour acheter des combustibles fossiles à l'extérieur des frontières de l'Union européenne. Donc on ne parle même pas du charbon polonais ici, on parle de combustibles fossiles qui sont achetés en dehors de l'Union européenne. Et bien, pour faire ça, on dépense à peu près 400 milliards d'euros chaque année, 4 000 milliards d'euros tous les 10 ans. Je pense que c'est intéressant d'avoir ces chiffres-là en tête quand on dit qu'on n'a pas d'argent pour décarboner, qu'on n'a pas la possibilité de financer les alternatives, de faire autrement que ce qu'on a fait, qu'on n'a pas d'argent pour financer les transports publics et bien d'autres choses qui seraient utiles dans la transition. Donc, si on le voulait, on pourrait faire autre chose. Enfin, un dernier élément, je crois que c'est un élément de contexte important, je crois que l'Union européenne en est consciente, mais peut-être pas encore assez, c'est que la Chine est en train de tourner. Hein. Il y a 10 ans, la Chine était presque climato-sceptique, en tout cas officiellement. Mais depuis, ils ont changé d'avis. Ils ont vu que les changements climatiques les affectaient. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas continuer à brûler du charbon comme ils l'avaient toujours fait, notamment parce que la pollution de l'air liée à cette combustion de charbon devenait intolérable et que, malgré qu'il soit interdit de manifester, la population manifestait quand même. Ça a commencé à sortir là aussi, et le gouvernement chinois a compris qu'ils devaient changer leur direction de développement, leur mode de développement, et ils sont en train de le faire. En tout cas, ils ont commencé très sérieusement à le faire, alors que bien d'autres pays, y compris l'Union européenne, n'ont toujours pas mis à jour leur plan climatique en fonction des objectifs de l'accord de Paris, qui sont plus ambitieux en termes de température à ne pas dépasser que ce qu'on avait sur la table auparavant. Ce qu'on avait sur la table auparavant, c'était, suite à la conférence de Copenhague en 2009, essayer de ne pas dépasser un réchauffement de 2 degrés. Et à Paris, c'est devenu essayer de ne pas dépasser un niveau qui serait bien en dessous de 2 degrés, dit le texte, tout en poursuivant les efforts pour ne pas dépasser un réchauffement de 1,5 degré, parce qu'à 1,5 degré, les risques, les conséquences seraient beaucoup moins importantes. Et donc, quand on regarde sur ce diagramme qui a été préparé par le secrétariat de l'accord de Paris, l'effet jusqu'à présent, l'effet sur papier, parce que nous ne sommes pas encore en 2025 ou en 2030, donc ceci c'est pour 2025, ceci c'est 2025, ceci c'est 2030. Ce qui est montré sur l'axe vertical, ce sont les émissions mondiales de CO2 et d'autres gaz à effet de serre. La courbe orange, c'est la prolongation des tendances actuelles, c'est le scénario business as usual, si vous voulez. La courbe bleue, c'est la courbe qui correspond à une trajectoire qui permettrait de rester en dessous d'un réchauffement de 2 degrés. Et la courbe verte, c'est celle qui permettrait de ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement. Et si on met tous les plans ensemble déposés dans le cadre de l'accord de Paris jusqu'à présent, eh bien, en 2025, on est là sur la petite ligne blanche sur laquelle j'ai ma flèche.
Et en 2030, on est là et on voit qu'on n'a même pas réussi encore à empêcher que les émissions montent, continuent à monter, parce que 2030 est toujours plus haut que 2025, alors qu'on devrait aller vers des émissions nulles qu'on vient de faire à l'horizon 2050. Si on regarde pour la Belgique, c'est pas beaucoup mieux, mais on peut être très fier. Jusqu'à présent, sur la base des mesures en place, les projections, c'est la courbe verte, des émissions qui sont à peu près stables, qui diminuent à peine à l'horizon 2035, alors que les objectifs européens actuels, ce sont les courbes rouges, et qu'on sait que ces objectifs européens vont devoir être poussés vers le bas pour être mis en accord avec l'accord de Paris. Donc on est loin d'avoir fait ce que nous devions faire. On risque en 2030 de dépasser de 17 millions de tonnes par an les émissions qui nous sont présentées comme limites par l'Union européenne. Il est temps de commencer à parler des solutions. Je crois que le premier élément de solution, c'est une question de volonté politique, de volonté à tous les niveaux. Je pense que c'est pas moi, je vous comprends. C'est une question de survie de l'humanité et des écosystèmes. Et je pense qu'à tous les niveaux de pouvoir, coordination internationale, c'est très utile. Les COP, tout ça, ça joue un rôle très important à mon avis, mais c'est en même temps tout à fait insuffisant, parce que l'action, elle se passe sur le terrain, elle se passe dans les pays, dans les villes, dans les villages, dans les industries, et pas uniquement dans les enceintes des Nations Unies. Quelques mots sur le rapport spécial que le GIEC a fait l'an dernier sur les trajectoires d'émissions, notamment qu'il faudrait suivre pour respecter cet objectif de 1,5 degré. Et voici sa forme. Elle ne vous surprendra pas si vous avez compris ma comparaison avec l'épaisseur d'isolant qui augmente. Vous voyez qu'on parle ici de nouveau l'axe vertical, ce sont les émissions mondiales de CO2, ce qui est représenté ici. On est aux alentours de 40 ici, et le zéro, c'est la ligne qui est là. Et on devrait, il y a des modèles pour lesquels c'est un peu plus tard, des modèles où c'est un peu plus tôt, mais grosso modo, vers 2050, si on ne veut pas dépasser 1,5 degré de réchauffement, il faudrait qu'on arrive à des émissions nulles au niveau mondial. En tout cas, net nul, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une nuance en quelque sorte. Net nul, ça veut dire ne pas émettre plus que ce que les systèmes naturels peuvent absorber. Mais dans les faits, ce n'est pas très différent des émissions. Deuxième élément de solution, je pense que les acteurs économiques doivent être mis beaucoup plus clairement que c'est le cas aujourd'hui devant leurs responsabilités. Je crois que certaines activités très productrices de gaz à effet de serre doivent absolument diminuer le plus vite possible, alors que d'autres, utiles pour lutter contre les changements climatiques, doivent au contraire prendre de l'importance. Un troisième élément de solution, c'est l'application, enfin, dirais-je, du principe pollueur-payeur, qui n'est pas réellement appliqué, en tout cas pour ce qui concerne le climat, et qui, quand il a été appliqué, n'a pas toujours été appliqué d'une façon qui rende sa mise en œuvre acceptable par tout le monde. Et pour que ce soit acceptable, je crois qu'un élément très important, c'est la transparence à propos de la manière dont les fonds sont utilisés, parce que bien sûr, si on fait payer la pollution, il y a de l'argent qui est récolté par les gouvernements, mais qu'est-ce que ces gouvernements font avec l'argent? S'ils le mettent simplement dans le budget de l'État, ce qui me semble un très grand point d'interrogation pour la plupart des gens, c'est beaucoup moins évident qu'on accepte de payer pour la pollution émise que si il y a des règles claires sur l'utilisation de cet argent pour réparer ce qui a été
abîmés par les changements climatiques, financer la transition, financer les alternatives et aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas d'effet sur les plus pauvres qui ont le plus de mal à payer leurs factures énergétiques notamment, hein, et qui ont le plus de mal aussi à investir dans je sais pas, les infrastructures d'isolation par exemple, hein, qui leur permettraient de devoir chauffer moins. Hein, c'est quelque chose que l'on résume, et c'est un terme qui est utilisé, c'est une expression qui est utilisée dans l'accord de Paris d'ailleurs, par le concept de transition juste. La transition vers un système énergétique plus propre, plus durable, doit être juste. Un exemple qu'on peut comprendre, c'est qu'on ne va pas convaincre un des 3 ou 4 pays qui freinent les 4 fers à l'intérieur de l'Europe pour l'évolution vers des politiques climatiques plus ambitieuses, à savoir la Pologne, si on n'offre pas des alternatives à ceux qui dépendent pour leur revenu de l'activité minière, de l'activité qui tourne autour de l'utilisation du charbon. Parce qu'en Pologne, 80% de l'énergie électrique vient du charbon, et donc c'est un vecteur énergétique très, très important. 5e élément de solution, 5e remarque dans le domaine de l'énergie, avant de se demander comment produire proprement l'énergie, je crois que c'est très important de travailler sur la consommation, sur la sobriété énergétique, parce que l'énergie la moins polluante, c'est celle qu'on n'utilise pas. Et en Belgique et ailleurs, on a très souvent, trop souvent, tendance à sauter tout de suite à la discussion sur est-ce qu'il faut plus de nucléaire, plus d'éolien, plus de ci, plus ça, alors que, oui, à un moment donné, il faut se poser ces questions-là, bien sûr, mais avant ça, il faudrait se demander si on ne pourrait pas diminuer, sans forcément perdre de confort, les quantités d'énergie que l'on utilise dans tous les domaines d'activité. Et je pense qu'on pourrait avoir de grands progrès, faire de grands progrès en termes de diminution de la consommation d'énergie si on faisait sérieusement des audits énergétiques, des bilans carbone, etc., à tous les niveaux, aussi bien dans les entreprises que dans les ménages. C'est d'ailleurs quelque chose qui apparaît dans ce tableau ici établi par le GIEC dans son dernier rapport complet, qui montre que si on veut rester, si on veut être sur une trajectoire qui permet de rester en dessous de 2 degrés, eh bien, en termes de changement dans les investissements à l'échelle mondiale, la priorité des priorités, c'est les investissements dans l'efficacité énergétique, dans l'isolation des bâtiments, les transports publics pour améliorer l'efficacité énergétique du système de transport, parce que l'efficacité énergétique, c'est pas seulement utiliser des LED plutôt que des vieilles ampoules, hein, ou avoir une bonne couche d'isolant dans son toit. C'est aussi une efficacité énergétique au niveau des systèmes. L'efficacité énergétique du système de la mobilité, eh bien, on peut beaucoup plus l'augmenter en favorisant les transports publics, la mobilité douce, le vélo, etc., on va dire un mot, qu'en améliorant les moteurs thermiques des voitures qui, par ailleurs, deviennent de plus en plus nombreuses chaque année si on ne fait rien pour empêcher cette tendance. Dans le domaine de l'efficacité énergétique, il y a un secteur dans lequel il y a vraiment énormément à faire, notamment chez nous, c'est le secteur du bâtiment, hein, qui offre de multiples opportunités. Et voilà, c'est bien un des domaines dans lequel il devrait y avoir une croissance. Hein. Le bâtiment durable, la rénovation des bâtiments, c'est vraiment quelque chose qui permettrait de réduire les émissions. Et c'est d'ailleurs un des thèmes explorés par une lettre d'information que je publie avec mon équipe tous les 2 mois. Je vous invite à consulter, c'est gratuit, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aller voir les lettres passées et vous procurer celle-ci si celle-ci vous intéresse sur le site qui est là, je vous donnerai à la fin. Et si vous voulez vous abonner, il suffit d'envoyer un petit courriel sur une adresse qui est donnée sur le site. Bon, j'ai fait ça moi-même avec mon épouse, on a isolé, on a réisolé, on a viré la chaudière à mazout remplacée par une pompe à chaleur, etc. C'est d'être cohérent, au minimum en tout cas. Dans le domaine dans le domaine de la mobilité, je viens d'en dire un mot, je crois qu'il faut donner plus de place et de priorité aux piétons, aux vélos, au transport public et réduire la priorité qu'on a donnée beaucoup trop longtemps, en tout cas dans les villes, je sais que dans les campagnes c'est un petit peu différent, à l'automobile dans l'aménagement du territoire. Et je suis convaincu que
les véhicules qui restent, il faut qu'ils soient électrifiés le plus vite possible, parce que tant qu'ils ne sont pas électrifiés, ils vont continuer à émettre du CO2 en brûlant des combustibles fossiles. 8e élément de solution, c'est tout le domaine de l'alimentation. C'est un des domaines dans lesquels, en tout cas au niveau individuel, qui est un niveau d'action important, mais loin d'être le seul, je crois que j'ai suffisamment parlé de mesures structurelles et à l'échelle collective pour pouvoir parler un petit peu de ce qui est possible de faire au niveau individuel aussi. C'est un des domaines dans lesquels on peut agir le plus vite, parce qu'on peut décider du jour au lendemain qu'on va manger moins, pas forcément plus, mais déjà moins, ce serait déjà une étape, de viande, en particulier de viande rouge, en particulier de viande rouge qui vient de loin. Donc, le bœuf d'Argentine, produit avec du soja qui vient de l'Amazonie, on a coupé au passage, peut-être que déjà si on le remplaçait par du bœuf qui vient de chez nous, ce serait déjà une première étape. Et si on le remplace par du poulet, c'est encore mieux, surtout si le poulet vient de chez nous aussi. Et si on remplace le poulet par des produits végétaux une fois sur deux, et puis 2 fois sur 3, vous me suivez, on va pouvoir diminuer fortement notre contribution indirecte aux émissions du secteur de l'alimentation, qui représente grosso modo un quart des émissions mondiales, entre un quart et un tiers. Donc c'est substantiel. Donc l'alimentation humaine, à la surface de la Terre, tout le système alimentaire, l'agriculture, la production des aliments, le conditionnement, etc., c'est à peu près un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc c'est loin d'être négligeable. 9e remarque en ce qui concerne les solutions, je crois que c'est un élément de contexte important. Je crois qu'il faut savoir que le soleil est fourni en 2 heures. Al Gore dit 1 heure dans son film, mais aujourd'hui c'est 2 heures, parce qu'on consomme plus d'énergie que quand Al Gore fait son film. En 2 heures, le soleil nous fournit autant d'énergie que ce qu'on consomme, toutes énergies confondues en 1 an. Donc, et le soleil va encore fonctionner pendant plusieurs milliards d'années. C'est une centrale nucléaire qui est déjà la technologie suivante, c'est la fusion, qui fait marcher le soleil, qui gère ses déchets tout seul à 150 millions de kilomètres. C'est pas dangereux, parce que c'est loin. Et il fonctionne très bien depuis plusieurs milliards d'années, et il va fonctionner encore très bien pendant quelques milliards d'années. Donc le cheval sur lequel je pense qu'on doit miser, sachant que les combustibles fossiles, entre parenthèses, leur nom l'indique, ils sont fossiles. Ils ont été créés il y a 100 ou 200 millions d'années, et ils ne se renouvellent pas. Le cheval sur lequel on doit miser en termes de source d'énergie propre, je pense que c'est le soleil au sens large, parce que il y a beaucoup de choses, beaucoup d'énergie renouvelable qui dépendent du soleil. L'hydroélectricité dépend du soleil, parce que l'eau qui circule dans le système climatique, elle circule parce que le soleil fait évaporer les océans. Le vent dépend du soleil aussi. L'énergie éolienne, c'est l'énergie solaire, c'est une forme d'énergie solaire. Il n'y a pas de vent s'il n'y a pas un chauffage différentiel dans différentes régions du monde, etc. La biomasse, c'est du soleil aussi, à la photosynthèse. Dernière remarque, c'est une bonne nouvelle. Bon, il y a une certaine évolution dans le domaine du secteur bancaire, du secteur financier. Ils se rendent compte que le vent tourne, ils se rendent compte qu'il y a moyen de faire des bénéfices dans ce domaine-là, et qu'il y a des synergies à trouver entre la poursuite de certains objectifs environnementaux et d'autres, comme ceux que l'on trouve dans cette constellation des 17 objectifs de développement durable qui ont été adoptés par les Nations Unies la même année que l'accord de Paris, et qui concernent la vision positive du monde que les Nations Unies ont souhaité avoir à l'horizon 2030. Voilà, donc je pense que l'humanité a le choix aujourd'hui de se trouver sur une trajectoire qui nous amène, si on reste sur la trajectoire actuelle, vers un climat beaucoup plus chaud, une atmosphère beaucoup plus polluée, beaucoup moins respirable, et des conditions de vie pour nos enfants, pour la fin du siècle, pour nos enfants et nos petits-enfants, bien pire que si on arrive à réduire les émissions et arriver à ces émissions net nulles vers le milieu du siècle.
Ça veut dire que la température dans ce cas-là augmenterait tout de même, parce qu'elle a déjà augmenté d'1 degré, elle augmenterait encore un petit peu, il y a une certaine inertie dans le système de toute façon, mais ce seraient des conditions climatiques auxquelles il serait beaucoup plus facile et beaucoup moins coûteux aussi de s'adapter. Donc l'humanité a le choix et on a la possibilité d'agir. Et donc voilà, je suis très naïf peut-être, mais je rêve que chacun de vous ce soir se demande ce qu'il peut faire, ce qu'elle peut faire à votre niveau de pouvoir. On est tous à un niveau de pouvoir, hein, même si on est chez soi, on a du pouvoir sur ce qu'on peut faire chez soi aussi. Et aussi, qui nous pouvons interpeller pour faire changer les choses à un autre niveau. Et nous avons tous ce pouvoir-là et c'est gratuit. Et c'est un pouvoir extraordinaire qu'on n'utilise pas assez. Quelqu'un qui l'a bien utilisé ces derniers mois, c'est Greta Thunberg, qui je pense qui vient d'avoir, c'est là que j'étais cet après-midi, elle vient de recevoir un doctorat Moïse Cosa de l'Université de Mons, avec Nicolas Hulot et un économiste britannique. Greta Thunberg, c'est ça qu'elle fait. Hein, elle interpelle, elle fait bouger les lignes. Et je voudrais la remercier. Je l'ai remercié dans une tribune que j'ai publiée dans Le Monde il y a une semaine. C'est tout sur ma page web, je vous donne l'adresse si vous voulez la lire. C'est aussi à destination de ces jeunes qu'avec mon équipe, nous avons publié une autre lettre de la plateforme Wallonne pour le GIEC qui rappelle quelles sont les bases scientifiques du problème qui est sur la table, qui fournit toute une série de ressources utiles pour les enseignants et pour les étudiants, pour les enseignants à tous les niveaux, du primaire à l'universitaire. On a aussi, par exemple, publié une lettre sur le rapport spécial du GIEC 1,5 degrés. Ceci, c'est le livre qui a été mentionné tout à l'heure. Et voici une collection de sites web qui est beaucoup trop long pour que vous les notiez, j'en suis bien conscient. Aussi, je la résume en attirant votre attention sur le premier site web, qui est le seul peut-être à noter si vous le souhaitez, ou à prendre en photo si vous le souhaitez, parce que aussi vite que possible, je ne crois pas que ce sera demain, ce sera plutôt lundi, vous aurez toutes les dias que je viens de vous montrer à votre disposition pour les regarder à votre aise. Merci pour votre attention. Et maintenant, je suis prêt à essayer de répondre à quelques questions avant de sauter dans votre aide. Quelqu'un a une question? Oui, madame. Bien. Alors, bonjour, monsieur l'université, bonjour à tous, il y en a qui me connaissent. Je m'appelle Dominique Monbiot et je travaille au Centre d'innovation et design ici au Grand Tordu. Vous avez fini par un compliment à une jeune qui est bien informée. C'est très important que le jeune soit bien informé. Savez-vous qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, le référentiel des socles de compétences, qui est une bible de l'enseignement, annonce à la page 43 que la photosynthèse est exclue des savoirs. Pour moi, c'est le miracle fondateur qui peut être ignoré. Je vous passe l'anecdote qui m'a amené à trouver ça, et je ne cherchais pas ce qui est en dessous, mais ça me paraît assez énorme, avec deux astérisques dans un tapage. La conservation de l'énergie est exclue des savoirs. C'est la Bible de l'enseignement, donc heureusement qu'il y a des enseignants qui n'inscrivent pas, qui régit l'enseignement fondamental et le premier degré de l'enseignement secondaire, soit l'enseignement des jeunes jusqu'à 14 ans. Voilà. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, j'espère que je pourrai résumer ici l'avis de certaines personnes. Nous avons déjà dépassé pour certains l'idée du développement durable pour penser à un fonctionnement soutenable. Ça, c'est une autre chose. Et pour le dire d'une façon un peu philosophique, plutôt que de dire fonctionnement soutenable ou développement durable, on pourrait penser tout simplement à s'épanouir sans nous. Merci. S'épanouir sans. Je suis sans nuire. Sans nuire. Nuire. La nuisance. Sans nuire, d'accord. Je vous encourage à utiliser le pouvoir d'interpellation que manifestement vous avez envers les autorités ministérielles et administratives qui sont responsables de ces programmes d'enseignement. Malheureusement, je n'ai aucun pouvoir en la matière, mais je vous encourage à interpeller les ministres compétents.
bien un point de c'est pas les ministres de compagnie qui ont le pouvoir. C'est la finance internationalisée. Je me demande si ce serait pas bien que le micro soit remis, ce sera plus facile que tout le monde, compris moi, comprenne, parce qu'il y a un peu d'écho dans la salle, c'est un peu difficile. On sait très bien que ce n'est plus les gouvernements qui ont le pouvoir de décision dans le monde. En Belgique, encore plus. Que c'est la finance internationalisée qui tient les règles. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour tout ça? Mais en tout cas, je veux dire, moi, j'ai renoncé à essayer de... Merci. Perso, j'ai renoncé à vouloir influer les décideurs gouvernementaux et compagnie parce qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. En plus, vous parliez tout à l'heure des productions de CO2 naturelles. Il y a aussi la fonte de permafrost qui est en cours, qui est en planche. Donc, je veux dire, même si demain, tout s'arrêtait, il n'y avait plus aucune particule humaine de CO2 qui fait le camp, le CO2 va quand même augmenter. C'est sûr qu'on peut allonger la liste des mauvaises nouvelles sans difficulté. Je suis sûr que j'aurais pu être beaucoup plus long. On peut aussi allonger la liste des éléments de solution si on souhaite. Et parmi ceux-là, bon, je comprends bien que vous ayez perdu espoir, c'est le cas d'un certain nombre de personnes, dans l'utilité de convaincre les gouvernements. Bon, je ne suis pas tout à fait de cet avis-là, mais c'est pas grave. Mais par contre, je suis convaincu qu'il y a moyen d'influencer d'autres acteurs. Je suis bien d'accord avec vous que les gouvernements n'ont pas tout le pouvoir, bien sûr. Et les entreprises ont un pouvoir important, et les consommateurs, et ceux aussi qui ont la chance d'avoir quelques économies et qui laissent leurs banques investir n'importe où leurs économies, ont une responsabilité aussi. On peut aussi choisir ce que l'on fait avec l'argent qu'on a la chance d'avoir actuellement. C'est aussi une influence que l'on peut avoir. L'influence et l'interpellation ne doivent pas être dirigées uniquement à l'intention des gouvernements. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Mais pour prendre l'exemple tout à l'heure de madame, le programme en question, si on veut le faire bouger, sauf à espérer que tous les professeurs refusent de l'appliquer, d'accord, ça peut rêver à ça, mais je ne suis pas très optimiste sur le fait que ça se passe comme ça. Ce sont quand même les autorités compétentes qu'il faut mettre devant leur responsabilité et leur dire, écoutez, avec le climat que les jeunes ont remis au sommet de l'agenda, est-ce que vous trouvez que vos programmes d'enseignement sont cohérents avec tout ça? Il faudrait quand même revoir tout ça. Je trouve que c'est quand même le gouvernement qui faut l'interpeller. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, pardon, le CO2. Le CO2 émis par les processus naturels, oui, effectivement, c'est un risque. C'est un risque, et il y a probablement déjà une partie de l'augmentation de la concentration de CO2 et d'autres gaz à effet de serre, notamment le méthane dans l'atmosphère, qui résulte de processus naturels qui sont amplifiés par le réchauffement provoqué par les activités humaines. Oui, je vous ai dit, la liste des mauvaises nouvelles, on peut l'allonger facilement. Oui. Je vais prendre trois questions, deux ici devant, et puis encore une plus loin, et puis après je vais voir. Deux questions. C'est le dernier train. Deux questions. Quoi? Deux questions. Moi, quelque chose de positif, c'est que depuis le 1er juin, il y a une nouvelle loi qui est d'application et qui augmente les primes à la rénovation, avec pas mal de publicité, c'est au niveau de l'argent qu'on donne. Donc c'était quand même quelque chose de positif. Notre docteur m'a dit où est-ce que le gouvernement wallon va trouver l'argent s'il y a trop de citoyens qui demandent des primes à la rénovation. Oui, bon, une chose à la fois, dans le passé, en tout cas ce qui s'est passé, c'est que les budgets réservés aux primes n'étaient pas utilisés parce qu'ils étaient tellement difficiles d'accès, il y avait tellement de formulaires à remplir, et tellement de conditions à remplir que les budgets étaient plus importants que ce qui était utilisé. Donc, bon, mais je suis d'accord avec vous, il faut se poser ces questions-là à un moment donné, mais utilisons, enfin, l'on utilise déjà tous les budgets disponibles. On a déjà ça. Oui, bonsoir.
Jusque maintenant, on disait que la plus grande pollution et consommation d'énergie, c'était les avions. Et maintenant, j'entends dire que tout ce qui est data center, c'est ce qui consomme le plus. Alors, je trouve qu'on arrive à éveiller les consciences des jeunes, et c'est très bien. Mais nous, je suis française, je ne sais pas si vous êtes concerné par les compteurs Linky et tout ce qui est 5G, et ainsi de suite. On n'en est pas, ça commence. Et alors que on consomme énormément d'énergie par Internet, il n'est pas question de revenir en arrière. Et je vous dis, Linky, pour moi, d'après ce que j'ai entendu, c'est déjà au niveau de la santé individuelle, c'est pas bon, c'est un autre problème. Au niveau déjà, toutes les données qui vont être collectées pour être utilisées après, par les compteurs Linky, par tout ce qui est 5G, tout ce qui est communication par les Internet connectées. Voilà, je veux savoir ce que vous en dites du contexte scientifique sur cette consommation due à toute cette collecte de données. Deux choses. C'est vrai que les data centers, etc., l'électronique, les ordinateurs, etc., consomment effectivement de plus en plus d'énergie, que c'est vraiment un sujet sur lequel il faut travailler aussi. Mais les émissions de CO2, la consommation d'énergie, elle se fait dans tous les secteurs. Et donc, on résoudrait le problème de la consommation énergétique du secteur informatique, communication, etc. Et on ferait bien pour le reste, on n'aurait rien résolu du tout, inversement, si on ne résolvait que le problème des avions et pas de tout le reste, c'est la même chose. Donc vraiment, il faut agir dans tous les domaines, il faut agir dans ces domaines-là aussi, bien sûr. Peut-être éviter que ça arrive, parce que pour l'instant, ça n'est pas encore là, mais quand on va créer le besoin, on ne reviendra pas en arrière, il n'est pas question de revenir sans Internet, j'imagine qu'on ne va pas l'arrêter, mais on peut peut-être éviter d'avoir ce monde connecté. C'est un tout autre débat. Je ne suis peut-être pas la personne la plus compétente pour mener, mais c'est une bonne question. Je suis désolé, mais c'est le dernier train. Donc,